commence avec ce chiffre. On estime aujourd'hui que l'habitat indigne concerne près de 600 000 logements en France. L'effondrement tragique de 2 immeubles à Marseille a mis à jour de graves défaillances dans la politique du logement. Murs fissurés, problèmes d'isolation ou d'humidité ou encore affaissement des planchers. Les symptômes de l'insalubrité sont multiples et mettent en danger parfois la vie des occupants. Alors comment faire face à l'insalubrité? Vers qui se tourner quand on est en situation de mal logement? Quels sont vos droits et les solutions à mettre en place? C'est notre dossier du jour. Et on va en parler avec Christophe Robert. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et puis à vos côtés, William Coignard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert certifié à l'Institut de l'expertise judiciaire de Paris et vous êtes président d'Humidistop, entreprise spécialisée en problèmes d'humidité des bâtiments. Vous nous apporterez vos conseils. Exactement. Alors, pour commencer, nous avons voulu retourner à Marseille 2 mois après le drame. Le 5 novembre dernier, 8 personnes disparaissaient dans l'effondrement de 2 immeubles. Une catastrophe qui a sonné comme une prise de conscience, notamment dans la cité phocéenne, où d'autres bâtiments connaissent des problèmes d'insalubrité. Alors, que s'est-il passé depuis? C'est un reportage de Margot Bourdin. Fabienne vit dans cet appartement du centre-ville de Marseille depuis une dizaine d'années. Un T3 qu'elle loue 780 € par mois, mais son logement se dégrade de jour en jour. Là, c'est la chambre des enfants, où vous voyez, on nous a changé donc les fenêtres. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il réside de l'humidité et donc de l'apparition de moisissures. Ça a été mal colmaté, ça a mal été fini. Et le problème, c'est que même quand il pleut, il y a des gouttelettes d'eau, donc des infiltrations. Et vous avez aussi là le plancher qui s'affaisse, tout simplement, et qui donne accès à la cave. Dans l'autre chambre de la maison, une fissure est apparue ainsi que de la moisissure. Et ce n'est pas tout. Dans le hall de l'immeuble, l'escalier s'effrite dangereusement. Sur la façade, une fissure s'agrandit de jour en jour car l'immeuble adjacent est aussi dégradé. Et le plus inquiétant se trouve au sous-sol. Les poutres qui soutiennent le plancher du rez-de-chaussée sont dans un très mauvais état. Des dégradations qui inquiètent Fabienne. On ne dort pas tranquille, il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité, surtout en ayant des enfants. Et au vu de la fissure qui s'agrandit sur la façade et le plancher, oui. C'est pas évident, on se dit que ce qui est arrivé à la rue d'Aubagne peut très bien nous arriver à nous. Confrontée à l'inaction de ses propriétaires, Fabienne a décidé de participer à l'opération Balance ton taudis, une enquête citoyenne lancée par le journal La Marseillaise pour tenter de recenser tous les habitats indignes de la cité phocéenne. Alors, j'ai décidé de participer avec mon mari à Balance ton taudis pour qu'on puisse enfin dire ce qui ne va pas dans les logements. Surtout après ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne, je pense qu'il fallait vraiment que les gens comprennent dans quelles conditions on vit à Marseille. Le 5 novembre dernier, en plein cœur de Marseille, vers 9 h du matin, 2 immeubles de la rue d'Aubagne s'effondrent brutalement. Ils provoquent la mort de 8 personnes. Une information judiciaire contre X est ouverte pour homicide involontaire aggravé. Et depuis, la question demeure, ce drame aurait-il pu être évité? En 2015, un rapport sur Marseille rendu à la ministre du Logement de l'époque dressait déjà un constat accablant sur l'état du parc immobilier privé. Christian Nicole en est l'auteur. Le chiffre qu'on a tout de suite mis en évidence, c'était qu'à Marseille, le nombre de logements potentiellement indignes était nettement plus élevé qu'à Marseille que pour le reste de la France. À Marseille, on a 14%, soit 40 000 logements qui sont potentiellement indignes, alors qu'au niveau national, le taux est de 2%. Donc on est dans une situation qui, a priori, était difficile. Selon ce rapport, l'habitat potentiellement indigne à Marseille concernait près de 100 000 habitants. On a tout un tas de faisceaux, l'ancienneté du patrimoine de ce centre historique. C'est vraiment des beaux immeubles, mais vieux, qui se tiennent les uns, qui sont accolés les uns sur les autres, comme un château de cartes, mal entretenus et en copropriété, et avec des copropriétés qui vivent mal, qui votent pas les travaux. Et ce que ce rapport a surtout pointé, ce sont les défaillances de la municipalité en matière de lutte contre l'habitat potentiellement indigne. Ce qu'il aurait fallu appliquer, c'est appliquer le coercitif, c'est-à-dire les mesures qu'on prend quand un habitat est
insalubres ou dégradés, c'est-à-dire prendre des arrêtés qui mettent en demeure les propriétaires de faire des travaux, et à défaut de faire ces travaux, c'est la collectivité qui les réalise aux frais des propriétaires. Mais ces procédures-là, qui sont très, très dures, puisque pendant la durée de l'arrêté, le propriétaire n'a plus le droit de percevoir des loyers de la part de ses locataires. Donc ces mesures qui sont très dures, elles n'ont jamais été appliquées. Cette mauvaise gestion est aussi dénoncée par Patrick Lacoste depuis de nombreuses années. Ce président d'une association locale a tenu à nous montrer l'ampleur de la dégradation de certains immeubles. Nous sommes rue Longue des Capucins, au cœur de Noailles. Et voilà un immeuble typique de l'absence de réhabilitation de la ville. C'est un immeuble municipal acheté depuis des décennies, qui était occupé et qui aujourd'hui se trouve muré et à l'état d'abandon. Dans les autres rues du quartier, les immeubles délabrés se comptent par dizaines. Si le drame du 5 novembre a souligné l'ampleur du problème, il a aussi constitué un véritable déclic. Depuis 2 mois, des milliers de signalements ont été enregistrés. La ville a dû prendre des mesures d'urgence. Aujourd'hui, on a 215 bâtiments qui ont été évacués, avec des arrêtés de péril qui ont été pris en gros pour 130 d'entre eux, demandant aux propriétaires de faire des travaux d'urgence pour que l'arrêté de péril grave et imminent puisse être relevé. À l'heure actuelle, des milliers de Marseillais sont encore en attente d'un relogement. C'est le cas de Sabine. L'appartement dans lequel elle habite depuis plus de 20 ans est situé juste en face des immeubles effondrés. Après la catastrophe du 5 novembre, elle a été expulsée de chez elle par précaution. Là, actuellement, je suis dans mon appart-hôtel. Au départ, c'était jusqu'au 26 décembre. Ensuite, on m'a dit que c'était prolongé jusqu'au 15 janvier. Et après, je ne sais pas. Je suis en train de m'occuper de l'après. Mais je sais que la facture me sera présentée à la fin de cet hébergement. Facture que j'ai dit d'ailleurs depuis le premier jour que je n'honorerai pas. Sabine est une propriétaire occupante. Aux yeux de la loi, c'est à elle de payer ses nuits d'hôtel. Tout comme les démarches à effectuer pour que son immeuble soit expertisé. Je suis épuisée physiquement, moralement, mais c'est à la fois le chagrin de ces voisins que j'ai perdus et la colère qui me tient debout aujourd'hui. Et c'est là-dedans que je puise ma force, quoi. Dans ma colère, je suis terriblement en colère. Pour regagner son logement, elle doit donc attendre les conclusions de l'expertise menée sur son immeuble et qu'elles soient transmises au service de la mairie, ce qui pourrait prendre encore plusieurs semaines. On vient de le voir dans le reportage, la procédure judiciaire est encore en cours dans l'affaire de l'effondrement des 2 immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille. Christophe Robert, fait assez rare, la Fondation Abbé Pierre a décidé de se porter partie civile dans cette affaire. Je crois que c'est la première fois que vous le faites. Oui, pour une information judiciaire pour homicide involontaire, oui. Nous avons déjà attaqué des marchands de sommeil. Ouais. Parce qu'on a vu des situations incroyables de personnes qui vivent dans 2 mètres carrés, 6 mètres carrés pendant 20 ans, qui payent 400 € dans un pauvre logement. Mais là, oui. C'est-à-dire que, votre reportage le traduit bien, mais c'est 8 morts, c'est 1900 personnes qui sont délogées, qui sont aujourd'hui dans des hébergements, des hôtels sociaux. On ne sait pas bien ce qu'elles vont devenir, parce qu'elles ne sont pas protégées par des arrêtés à ce stade. C'est une insuffisance de la puissance publique terrible. Le rapport de Christian Nicole. Le rapport de Christian Nicole, qu'on a vu dans le reportage, c'est 40 000 logements identifiés comme potentiellement indignes. 14% des logements c'est à énorme, Marseille. C'est énorme. Donc, si vous voulez, c'est toutes des personnes, des familles qui n'ont pas d'autre solution parce qu'elles ne trouvent pas de logements sociaux, parce qu'elles ne trouvent pas chaussures à leurs pieds avec les ressources qu'elles ont, et donc ils sont obligés de se rabattre vers des logements pourris, parfois chers, et éventuellement dangereux pour la santé, jusqu'à la mort. Je veux dire, c'est ce qu'on vient de vivre. Donc, à un moment, c'est vrai que la Fondation Abbé Pierre veut faire que ça ne reste pas impuni, qu'on cherche vraiment les responsabilités, qu'on comprenne ce qui s'est passé, et que ça puisse pas se reproduire. Je crois que c'est cette démarche, et c'est aussi apporter l'expertise que nous avons de la lutte contre l'habitat indigne, parce que il va y avoir beaucoup de gens autour de ce procès, évidemment, parce que c'est un procès très important. Mais nous, on a aussi la connaissance des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne. C'est très compliqué. Et donc, on peut peut-être aussi mettre au service
de cette information judiciaire notre connaissance des expertise. dispositifs. Oui, Ouais. tout à fait. En fin de reportage, Gérard, on a entendu le cas de Sabine, qui est propriétaire occupante et qui a été expulsée de son logement par précaution, qui aujourd'hui est dans un appart-hôtel qu'elle va devoir payer à la fin. Ça nous a un peu heurté d'entendre ça. Est-ce que la situation aurait été différente si elle était juste locataire? La loi a été faite à une époque où on considérait qu'un propriétaire il pouvait se débrouiller et qu'un locataire ne pouvait pas. Il y a aujourd'hui des propriétaires pauvres. Mais la loi n'a pas changé. Et résultat, si un locataire dans cette situation, le propriétaire a l'obligation de le reloger, s'il ne le fait pas, c'est l'État, c'est la préfecture qui le fait, et donc aux frais de l'État dans ce cas-là qui se retourne contre le propriétaire. Mais pour un propriétaire, il n'y a rien de prévu. Et ce qui est incroyable, si je peux dire un mot dans cette histoire dont on parle, c'est que la loi prévoit, on en disait un mot dans le reportage, que quand un immeuble menace péril, quand il y a un danger, la ville peut enjoindre au propriétaire de faire les travaux. Ouais. Si elle ne les fait pas, la ville peut les faire faire à ses frais. C'est-à-dire, si on avait fait quelque chose depuis 20 ans, on n'en serait pas là. Ouais. C'est du propriétaire. Et juste Sabine, elle a dit que d'emblée, elle ne paierait pas Mais il ce faut qu'elle logement. se retourne. Elle a raison, et il faut qu'elle se Elle a retourne raison. contre la ville. Il faut qu'elle fasse une procédure dans le tribunal administratif contre la ville Ah en oui. disant c'est la carence de la ville en face qui fait que je ne peux Ouais. plus habiter là et qu'ils prennent en charge Ouais. mon relogement. Le ministre en charge du logement était à Marseille cette semaine pour annoncer notamment la mise à disposition de 70 logements pour les sinistrés. La semaine dernière, sur ce plateau, il a évoqué les 18 milliards d'euros qui allaient être mis en œuvre pour lutter contre l'insalubrité. Est-ce que ça vous paraît être une somme suffisante? Alors, quand on a des situations aussi dramatiques sur le plan social, il faut tout mettre en œuvre. Vraiment, c'est des souffrances inimaginables. Donc oui, c'est bien ce qu'a annoncé le ministre, de dire on va capter des logements privés pour proposer aux personnes. Il y a des dispositifs qui permettent de faire baisser les loyers avec des aides de l'État, etc. Oui, c'est bien, d'autant qu'il y a pas mal de logements vides, neufs, qui sont le fait de fonds de pension. Et donc, il faut vraiment... Alors, c'est 70 logements, il faut relativiser. Après, le ministre a dit, oui, on partage l'avis de la Fondation Abbé Pierre, il faut mettre en place, ce que nous avons demandé il y a 15 jours, un grand plan national de lutte contre l'habitat indigne. Il y a à peu près 600 000 logements indignes en France. La moitié sont des locataires, la moitié sont des propriétaires. Donc, il faut bien intégrer ces deux dimensions. Le ministre dit, on a mis 18 milliards sur la table. Alors, attention, parce que dans ces 18 milliards, vous avez 10 milliards qui concernent le plan national de rénovation urbaine. Absolument indispensable, utile, mais ce n'est pas forcément la lutte contre l'habitat indigne. C'est une problématique. On peut croiser quelques logements indignes, mais ce n'est pas la Et on fait priorisation. tomber des anciennes bars et on en... Oui, on les rénove, nouveaux logements, voilà, et donc c'est des problèmes d'enclavement que rencontrent les habitants des quartiers populaires. Voilà, donc c'est une politique qui concerne plutôt la politique de la ville. Ensuite, dans ces 18 milliards, il y a 5 milliards qui concernent les cœurs de ville. Où il y a aussi, c'est pas que du logement, il y a du développement économique, c'est nécessaire tout ça. Ouais. Mais il peut y avoir des logements aussi insalubres dans cette histoire, mais enfin, c'est pas Donc, il y a tout une pour forme le logement d'effet indigne. d'annonce là-dedans. Et puis 3 milliards pour les copropriétés. Alors, les copropriétés en difficulté, là, il peut y avoir effectivement de l'habitat indigne, de l'habitat insalubre. Ça ne recouvre pas toutes les situations, pas celles des propriétaires, par exemple, en milieu rural. Nous, on aide beaucoup de propriétaires en milieu rural qui vivent dans des taudis. Donc, ça ne recouvre pas tout. Donc, tout ça est nécessaire. Nous, ce que nous appelons de nos voeux, c'est vraiment une politique durable. C'est-à-dire qu'on se dit, en 10 ans, ce stock de 600 000 logements indignes, on s'y attaque. 60 000 par an, comme on l'a fait, par exemple, sur la question de la rénovation énergétique, la rénovation thermique des logements, où on a mis en place un plan entre l'État, les collectivités locales. C'est financé, il y a des objectifs, on peut les suivre. Dans la lutte contre l'habitat indigne, il n'y a pas ça. Donc il faut encore faire un effort, on va encore en parler avec le ministre, pour vraiment qu'on s'assure qu'il n'y a pas juste eu une énorme émotion dans le pays, à juste titre, sur cette histoire Et de que le Marseille qui soufflet lève le retombe. voile et qu'après le soufflet retombe. C'est aussi pour ça qu'on s'est porté partie civile dans cette affaire. Question concrète de Fabrice qui vous dit, dans les affaires de logement insalubre, les procédures sont-elles longues et les personnes sont-elles forcément relogées? William Coignard, vous qui êtes justement expert mandaté dans ce genre de situation, comment ça se passe? Alors tout dépend si c'est une expertise privée, donc à la demande du propriétaire ou d'un locataire, ou c'est une expertise judiciaire. C'est deux choses différentes. L'expertise judiciaire, c'est une mission. La problématique qu'on a et qui est très réelle, c'est que les procédures sont souvent longues. Alors pour une raison toute simple, c'est qu'il y a aussi une méconnaissance du grand public au niveau de ces procédures. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on contacte?
il faut contacter le propriétaire veut rien faire, mais est-ce qu'on sait qu'il faut appeler le maire derrière? On appelle le maire, donc le maire va envoyer quelqu'un du service technique qui n'a pas automatiquement les connaissances techniques, avec beaucoup de gentillesse quand je dis ça, pour pouvoir faire un état des lieux des pathologies qu'il va rencontrer au niveau du logement. Ouais. Donc on est sur un vrai millefeuille et on ne sait pas, aucun de nous autour de la table ne sait exactement qui il faut contacter réellement et comment il faut faire, telle procédure, est-ce que c'est pris en charge par les assurances par rapport au coût de la procédure? Est-ce que c'est moi qui paye? Je suis locataire, je suis propriétaire. Et aujourd'hui, une procédure, c'est long pour une raison toute simple. Là, on prend le drame de Marseille qui est catastrophique. Le souci, c'est qu'il y a une procédure qui est lancée, il y a toutes les parties qui vont parler, il y a toutes les parties qui vont se défendre aussi dans les différents dossiers. Et juste avant, par rapport à Marseille, de ce qu'on a parlé tout à l'heure, il y avait eu constatation de problématiques d'insalubrité au niveau de ces logements. Ouais. Par qui? Par des experts comme vous pouvez par des experts, alors peut-être la mairie, je ne sais pas, mais il y a eu des personnes qui ont constaté, il n'y a jamais eu rien de fait. Le problème, c'est que derrière, quand vous faites un dossier d'expertise privée ou judiciaire, il faut qu'on arrive à une finalité. Et aujourd'hui, la finalité, elle n'y est pas. Alors, on a 40 versions différentes. Vous allez sur Internet, vous avez 40 versions différentes. Là, on voyait dans le reportage, on a de la moisissure autour des fenêtres. Ouais. C'est grave d'avoir de la moisissure, parce que c'est grave, parce que ça veut dire qu'il y a un taux d'humidité important. Donc, cette dame-là, il y a des dégradations, mais en plus de ça, elle respire toute la journée de l'humidité, ce qui est encore plus grave. Et on laisse ces gens-là dans ce genre de logement, et ce n'est pas normal. Pour en revenir à votre expérience, quand vous intervenez en tant qu'expert, est-ce que c'est systématiquement suivi d'actes? Pas obligatoirement. Parce que vous avez malheureusement, pas obligatoirement, si vous êtes sur un propriétaire et que vous annoncez au propriétaire, vous avez des pathologies de fissures, vous avez des pathologies d'humidité, humidité de l'air, remontée capillaire, parce qu'on voit très bien que sur le bas des immeubles, c'est ce qui va s'abîmer la plupart du temps, etc. Et d'un coup, vous leur dites, voilà, ça va coûter tant en termes de l'enveloppe. Ouais. Qui paye? Si demain, vous avez 10, 15 000, 20 000 euros de travaux de rénovation, c'est au propriétaire de payer. C'est au propriétaire, mais est-ce que les propriétaires ont tous les moyens de le faire? C'est ça la problématique. Et la volonté. Voilà, et la volonté de le faire. Donc, vous avez des gens très sérieux qui vont vous dire « je vais le faire ouais. ». Vous en avez d'autres qui ne vont pas le faire. Et donc, nous, on est là pour constater, de faire un rapport précis, aussi bien judiciaire que privé, pour pouvoir répondre à ces questions. Anne-Cécile vous dit « Je suis locataire et mon logement est très vétuste, pour ne pas dire insalubre. Vers qui dois-je me tourner pour dénoncer ma situation? Je suis un petit peu perdu. » D'abord, juste un point, Cécile, parce que Gérard, parce que Cécile emploie des termes qui n'ont pas forcément la même signification juridique. Indécent, insalubre, indigne, tout ça, c'est différent? Indécent, c'est quand ce n'est pas conforme à des règles juridiques. On n'a pas le droit de louer un appartement qui ferait que 1,80 m de hauteur. On n'a pas le droit de louer si le système électrique n'est pas aux normes, etc. Donc, peu importe qu'il y ait un danger ou non, si c'est indécent, on peut rompre le bail, on peut demander une suspension du loyer, on peut obliger le propriétaire à faire des travaux. Ça, c'est l'indécence. Et si c'est insalubre, c'est que ça met en danger la santé de ceux qui habitent là. On prenait l'exemple de la moisissure, ça, c'est insalubre. Et les deux font l'habitat indigne, qui n'est pas une terminologie juridique, pour faciliter les choses. Et alors, pour aider Anne-Cécile et les autres personnes qui seraient dans son cas, qui doit-on contacter lorsqu'on se trouve dans la situation dont on vient de parler? Alors déjà, il faut écrire à son propriétaire, parce qu'il y a des responsabilités. Vous avez la responsabilité de louer un logement décent, digne, qui ne pose pas de problème à la santé des habitants. Donc, il faut faire une lettre recommandée, dire, écoutez, là, ça ne va pas, il y a de l'humidité, etc., pour qu'il y ait une trace dans l'histoire du dossier. Après, s'il n'y a pas de réponse, il faut aller au service hygiène de votre mairie. S'il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas partout, il n'y a pas toujours les compétences, il n'y a pas toujours les services. Vous pouvez aller auprès de l'État régional via l'agence régionale de santé, l'ARS. Après, vous pouvez aller aussi au tribunal d'instance ou de grande instance selon la taille de votre commune pour dire, écoutez, moi, j'alerte mon propriétaire, il ne fait pas le boulot, comment je peux, etc. etc. Donc, ensuite, vous pouvez aussi vous faire conseiller. Il y a des ADIL, les associations départementales d'information sur le logement. Il y a des associations comme la Fondation Abbé Pierre qui peuvent aussi vous conseiller juridiquement. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire et dans les prises de parole qu'il y a eu à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, on voit bien, c'est très difficile. C'est très compliqué de comprendre. Donc, nous, ce qu'on constate, en tout cas pour les personnes qui sont en situation d'exclusion, il faut les accompagner. Ils ne vont pas s'en sortir tout seuls. Oui, sauf que s'ajoute aussi parfois un sentiment, peut-être, vous allez nous le confirmer, mais de honte à aller frapper à la porte. C'est vrai. Et je voudrais vraiment dire à ceux qui nous regardent, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Je veux dire,
c'est la responsabilité, encore une fois, du propriétaire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que vous, si vous êtes concernés. Et c'est normal que de demander des comptes. C'est normal de pouvoir vivre dans un habitat digne, décent. Et c'est fondamental pour la santé des enfants, la santé des personnes. Donc il ne faut vraiment pas avoir honte. Ça fait partie du droit. C'est protecteur, le droit. Et donc il faut aller au-devant des associations, il faut frapper. Il ne faut pas rester seul dans cette difficulté. Et souvent, on peut trouver des solutions. Et c'est là où, dans le grand plan national qu'on appelle de nos voeux de lutte contre l'habitat indigne, il faut davantage de moyens pour que des associations accompagnent les ménages. Tout le monde n'est pas expert. Tout le monde n'a pas cette compétence. Donc il faut pouvoir aller chercher les expertises. Mais tout ça, ça prend du temps. Après, il va falloir faire les travaux. Puis quand on ne fait pas, il faut attaquer. Alors il faut attaquer, ça prend du temps. Et on n'ose pas trop. C'est vrai qu'on utilise des mots, on ne sait pas forcément ce Absolument. qu'ils recouvrent. C'est aussi Évidemment. la question de Claudine qui vous dit « Le plafond de ma salle de bain est plein de moisissures. Les carreaux autour de ma baignoire se décollent et les joints sont tout noirs. Bref, mon appartement est en train de devenir totalement insalubre. » Est-ce qu'on peut parler d'insalubrité en l'espèce? Je ne parlerai pas d'insalubrité pour une raison toute simple. Là, on est sur une pièce. Elle part de salle de bain. Est-ce qu'il y a une VMC qui fonctionne? Donc la ventilation, pour voir si déjà ça fonctionne. Après, les joints de notre salle de bain, on est tous autour. Quand vous douchez très souvent, etc., au bout d'un moment, ça devient un peu noir. Il faut refaire les joints, etc. Et ça, c'est à votre charge. Par contre, s'il n'y a pas de ventilation, il suffit d'en mettre une. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que vous êtes locataire? Si vous êtes locataire et que vous habitez dans un HLM, et ça c'est important, est-ce que l'organisme HLM va faire les travaux nécessaires pour pouvoir le faire? Alors ça, c'est pas gagné. Ça dépend les immeubles, ça dépend les bâtiments. Après, l'autre point, on peut parler d'insalubrité si c'est la globalité du logement. Si elle loue, on va prendre l'exemple, si c'est les chambres à coucher, etc., je vous confirme, une VMC ne suffira absolument pas. Une VMC, c'est pour les pièces d'eau, c'est absolument pas pour les pièces sèches. Donc, dans les pièces sèches, il y aura sans doute des choses à faire. Je prends toujours cet exemple, mais quand vous faites changer vos fenêtres aujourd'hui, il faut des sorties d'air à vos fenêtres. Ouais. Quand vous mettez des portes, vous mettez un nouveau parquet, vous coupez 1,5 cm sur la pièce sèche en bas. Entre le bas de la porte et le sol, 1,5 pour les pièces sèches et 2 cm pour les pièces humides. Mais quand vous ne connaissez pas tout ça, et c'est pour ça qu'on en parle, le problème, c'est que quand on nous contacte, nous, les gens, on est le Messie, soyons concrets, on est le Messie. C'est-à-dire que derrière, on vous dit, mais si je l'avais su avant, les gens ne le savent pas. Est-ce que, et je suis d'accord avec Christophe, et je suis d'accord avec vous tous, la problématique aujourd'hui, nous, la grande difficulté, c'est qu'on a les moyens d'expliquer tout ça. Mais derrière, il faut aussi que les personnes, aussi bien au niveau du gouvernement, etc., puissent avoir tous ces fondamentaux techniques pour pouvoir traiter ces problématiques. Et aujourd'hui, on se bat tous les jours pour ça, parce que les gens qui n'ont pas les moyens ou qui ont honte, moi, je visite énormément de bâtiments où les gens, tout de suite, j'ai même pas ouvert la porte, que les gens me disent « Ne regardez pas le bordel, ne regardez pas les moisissures, ça sent pas bon, machin. » Et je lui dis « Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour faire un constat. Et ce constat, vous l'utilisez par rapport à une procédure si c'est un locataire ou un propriétaire pour faire les travaux. Après, remettons le contexte, il y a quand même beaucoup de propriétaires qui veulent faire les travaux. Il y en a beaucoup. Mais malheureusement, il y a des marchands de sommeil, on en parlait tout à l'heure. Il y a des marchands de sommeil, il y a de tout. Et on abuse d'un système, sauf qu'il y a une méconnaissance. Et quand vous prenez 40 professionnels, et c'est ça le problème, prenez 40 professionnels, je ne parle pas d'experts, je parle du gars qui vend la fenêtre ou le gars qui vend le parquet ou ce que vous voulez, chacun va vous donner une version différente. Il est là le problème. Et aujourd'hui, il est là. Donc aujourd'hui, il faudrait scinder ça concrètement. Les logements insalubres, c'est quoi? Quelles sont les différentes choses? Les fissures, l'humidité qui en représente, les animaux, l'électricité qui n'est pas aux normes, etc., etc., etc. On prend tout ça et on met des gens compétents techniquement qui pourront expliquer techniquement via un pôle X ou Y qui pourront répondre à ce genre de questions. Voilà. Dernière question plutôt remarque de Karine qui nous dit « Le problème, c'est qu'avec la baisse des APL et des loyers toujours plus chers, on finit par accepter de vivre dans un logement indigne plutôt que d'être à la rue. » Alors, je suis 100% d'accord avec Karine, parce que, si vous voulez, personne n'irait dans un logement pourri, très cher, dangereux pour la santé, s'il avait une alternative par ailleurs. Donc, au fond, l'habitat indigne, c'est un des reflets les plus violents de la crise du logement. Je pense, avec les personnes à la rue, les personnes sans domicile. Regardez bien, ceux qui vont souffrir de ça, ça va être des propriétaires occupants pauvres, qui ont hérité d'un logement. Pendant 30 ans, ils n'ont pas pu faire les travaux. C'est ceux qui vont être dans la ville où ils travaillent, où ils veulent travailler, et ils vont prendre ce qu'ils vont trouver. Et de fil en aiguille, ils vont dégrader leurs ambitions. Puis ils vont dire, non, ça je peux pas, ça je peux pas. Alors ils vont prendre trop petit, ou ils vont prendre pourri ou dangereux pour la santé. Donc c'est bien la question, globalement, du logement social, des APL pour ceux qui ont des ressources modestes. Et je dois dire quand même que ce gouvernement
vient de fragiliser deux de ces leviers majeurs de l'exercice de la solidarité dans le domaine du logement, que sont les financements pour le logement social et les APL, parce qu'on vient de subir des coupes très importantes sur les APL. Donc il y a aussi un problème de ce point de vue-là, et il faut le considérer, parce que autrement, les marchands de sommeil, pour les cas les plus graves, parce que beaucoup de propriétaires font le boulot, il y a pas, vous l'avez dit, mais personne ne louera, comme ça s'est passé à Marseille, des logements chers, parce qu'ils ne trouveront pas preneur si on a une offre par ailleurs. Et je crois que c'est un vrai sujet. Dernier mot pour conclure. Pour compléter, on a énormément de gens qui vivent dans des habitations insalubres, mais qui n'ont pas les moyens de se reloger. Et quand vous leur dites qu'il faut absolument partir parce que votre femme est enceinte, elle a 8 mois, vous avez 75% d'humidité, c'est hyper dangereux, on dit mais c'est pas que je veux pas, je ne peux pas, parce que je n'ai pas d'autres alternatives pour pouvoir me loger. Eh ben, merci. On aurait préféré, voilà, c'est une note... disons qu'on va avoir de l'espoir et on verra ce qui se passe. Voilà, ce qui se passera dans les mois à venir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à Ghislain Beaugranger qui nous a aidé à préparer ce dossier.